Mon île, tu n'es pas comme les autres îles, tu ne viens pas d'une famille d'îles aux plages de palmiers. Pas de filles au collier de fleurs, pour touristes en peine de cœur, à l'ombre de tes cocotiers. Mon île, tu n'es pas la carte postale pour ces vacances idéales près des lagons au sable d'or. Tu as choisi comme ceinture de hautes falaises blessures, où l'océan onde si fort. Vol 467 Air France en provenance de Paris. Atterrissage sur l'aéroport de Gillot, île de la Réunion, à 12h30 heure locale. La liaison aérienne s'effectue chaque jour. Aujourd'hui, le département français le plus lointain, situé à 10 000 km dans l'océan Indien, n'est plus l'île du bout du monde, mais un nouveau but de voyage pour un grand nombre de touristes. Le Cap Bernard semble monter la garde aux portes de la capitale, Saint-Denis, qui ouvre sur la mer par l'esplanade du Barachois. Un hôtel de grand standing est bien intégré dans le décor des bâtisses anciennes. Cette petite ville coloniale, tracée à la fin du XVIIIe siècle par Maé de la Bourdonnais, avec ses rues qui se coupent d'angle droit, est rajeunie par des constructions modernes, différents immeubles administratifs et des quartiers d'habitation. La Réunion compte 500 000 habitants, dont 60% ont moins de 20 ans. L'enseignement supérieur comprend un centre universitaire où on enseigne les lettres, les sciences et le droit. La sortie du lycée libère dans les rues un flot de jeunes étudiants qui vivent au rythme d'une fin de siècle bouleversée par les moyens d'information et de communication. Peut-être y aura-t-il parmi eux un grand scientifique ou un grand humaniste. Savent-ils que la Réunion fut baptisée l'île des poètes et qu'elle compte de nombreux hommes célèbres, marins, médecins, écrivains, dont 5 d'entre eux entrèrent à l'Académie française. La route du littoral, construite au pied du Cap Bernard, a remplacé la route de la montagne. Elle relie Saint-Denis au port. Tout va plus vite, l'île se modernise. La Réunion, ancienne île Bourbon, en a-t-elle pour autant perdu son charme secret et sa douceur de vivre ? Les impressions d'un voyage filmé pendant les années 50, avec le mode de tournage et la sensibilité de cette époque, montreront le chemin parcouru. En effet, il y a 30 ans, c'est à Marseille que l'on embarquait sur le paquebot des messageries maritimes, à la rencontre d'une petite île, jadis inhabitée, française depuis 3 siècles, dont on avait beaucoup rêvé. Le Jean Laborde quitte le port. Les passagers, heureux et fébriles, prennent possession de leur cabine. Un voyage de cette sorte, à cette époque, est une aventure privilégiée. À l'aube du 25e jour, après 48 heures pénibles de mousson au Cap Gardafui, les réjouissances du passage de la ligne et les escales africaines, le Jean Laborde entre dans la passe de la Pointe des Galets.
L'île montagneuse est enveloppée de brume. La manœuvre est difficile. Les marins de jadis vantaient cette escale sur la route des Indes comme un Éden jalousement gardé par un océan brutal et dont les rivages étaient difficilement accessibles. Les dockers sont des gens des hauts, descendus des cirques de Mafat et de Sillaos. Ils s'affairent à charger les sacs de sucre de 80 kilos qu'ils soulèvent avec des crochets. Le travail est périodique, il faut travailler vite pour gagner plus. Mon aîné adoré, le petit bouquet vous la donne à moi. A longtemps qu'il est fané, si m'y souvient comme ça les loin. T'y souviens, mon aîné adoré, le petit bouquet vous la donne à moi. A longtemps qu'il est fané, si souviens comme ça les loin, dix fleurs fanées, dix fleurs aimées, dis à moi toujours pour ces glamours. Nous arrivons à Saint-Denis par la route sinueuse de la montagne. Marchait dans la forêt, il faisait bon, il faisait frais. Dans les herbes n'avait la rosée, dans le ciel les oiseaux y chantaient. Depuis ça, le temps l'a passé, il reste plus qu'un doux souvenir. Quand j'y pense, mon cœur l'est brisé, tout ici-bas, comme ça il doit finir. Dix fleurs fanées, dix fleurs aimées, dis à moi toujours, tous ces glamours. Sur la vaste esplanade du Barachois, la statue de Roland Garros, le grand aviateur réunionnais. L'autorail a remplacé le petit train cher à Pierre Benoît. Il relie la capitale au quartier. La préfecture, ancien hôtel du gouvernement. François Maé de la Bourdonnais, gouverneur de Bourbon au XVIIIe siècle, fit de Saint-Denis la capitale. Il fit aménager les routes, les ponts, creuser l'entrée du port et introduisit dans l'île la culture de la canne à sucre. L'hôtel de ville situé au rond-point de la Victoire.
Les femmes des Hauts ont parcouru des kilomètres pour apporter de luxueux bouquets d'azalées roses cueillis au petit jour. Les belles maisons créoles témoignent du passé prospère de Saint-Denis. Les rues sont bordées de magasins, épiceries chinoises, bazars indiens, boutiques de tissus tenues par des Pakistanais musulmans qu'on appelle les Arabes. Les magots chinois et les statues pieuses ont chacun leur clientèle. Au restaurant, un menu typiquement créole nous enchante. Salade de cœur de palmiste, caride bichique, pêché à l'embouchure des rivières, accompagné d'achars de légumes, de rougailles de tomates et de mangue verte, poulet sauté et ananas au rhum. Le marché est toujours un lieu intéressant où l'on rencontre la population dans sa diversité. Les bichiks et les litchis, qui sont très appréciés des créoles. Les pêcheurs transportent un espadon à débiter au marché. À la fête des écoles publiques, les provinces de France sont à l'honneur. Les enfants dont les ancêtres sont arrivés il y a bien longtemps, de France, de Madagascar, des côtes d'Afrique, du sud de l'Inde ou bien de Chine, miment et chantent d'un même cœur les vieux airs de ronde française. Le conservateur du musée Léon Dierks nous a conviés à un séga danser devant une maison créole. La musique, le rythme, le décor font partie du folklore réunionnais. C'est l'occasion pour nous de connaître des jeunes que nous retrouverons au cours de notre périple.
ensoleillé, au-dessus de Saint-François, l'air est léger et parfumé. Les prairies sont émaillées d'azalées roses. C'est un Éden préservé où le temps semble s'être arrêté. La poésie de Bourbon, traduite par Parny, Bertin, La Caussade, le conte de Lille, remonte à la mémoire. Il y avait donc une fois un beau pays, tout rempli de fleurs, de lumière et d'azur. Ce n'était pas le paradis terrestre, mais peu s'en fallait, car les anges y visitaient parfois. L'océan l'environnait de ses 1000 houles murmurantes, et de hautes montagnes y mêlaient la neige éternelle de leurs cimes, aux rayons brûlants du ciel. C'est très vieux, c'est très ancien. Ce sont des choses très douces. La maison blanche au bout de l'allée, avec les souvenirs de l'enfance en allée, sous les palmiers, le long des grands hibiscus roses. Ils parlaient de choses intimes en famille, assis en cercle dans leurs fauteuils de rotin, et des proches hangars aux madriers 10 juin s'échappaient des odeurs de sucre et de vanille. Sucre et rhum Bourbon sont les premières richesses de l'île. La canne à sucre a remplacé les diverses cultures, café, girofle, riz et même le blé, qui ne purent résister au vent violent des cyclones. Quand vient la saison de la coupe, le pays entier se réveille et s'anime, il y a du travail pour tous. La porte en carima salé.
La fécondation des fleurs de vanille est une opération lente et délicate. C'est un esclave du quartier de Sainte-Suzanne qui, le premier, entreprit de marier à la main les fleurs blanches et parfumées de cette liane que le vent oubliait d'ensemencer. La vanille Bourbon eut une grande vogue à Paris sous la Restauration. Le café Bourbon, un siècle plus tôt, avait été la plus grande richesse de l'île et le café Procope en avait lancé la mode. Le quartier Saint-Paul est enfoui dans une végétation tropicale. Ce fut la première habitation des Français. En 1660, 20 colons s'y installèrent, d'abord dans des grottes, puis ils cultivèrent le sol fertile, aidés par des malgaches et des cafes. Saint-Paul fut longtemps la capitale. C'est le berceau des poètes Parny et le comte de Lille. Le cap Laousset franchi, la route longe la côte sous le vent. À Saint-Gilles-les-Bains, quelques villas enfouies dans la verdure. La côte est protégée par un récif de corail. À Saint-Gilles, en 1955, il n'y a pas encore d'hôtel. Le gîte et le couvert sont assurés par Loulou, le commerçant qui peut également organiser les parties de pêche. Toute la famille participe aux activités commerciales. Les légumes poussent dans le jardin qui se trouve le long de la rivière. La vie est simple, rustique, paisible. Quelqu'un avait prédit à Saint-Gilles l'avenir de Deauville. Cela arrivera très vite. La route du Tour de l'île a environ 230 km. Les noms des villages traversés forment une véritable litanie de noms de saints. Après Saint-Gilles, Saint-Leu, Saint-Louis, Saint-Pierre, Saint-Joseph, Saint-Philippe, Saint-Benoît, j'en oublie. Les saintes Anne, Rose, Suzanne, Marie sont implantées sur la côte est. Ces noms ont été pris sur le calendrier à la date d'arrivée des vaisseaux, ou bien lors de la fondation des quartiers.
Arrêt obligatoire chez le commerçant chinois pour y faire le plein d'essence. Mais nous pouvons éventuellement trouver dans sa boutique une eau de toilette de Guerlain ou du baume du Tigre. Les hauts de Saint-Leu, au milieu des plantations de canne et de maïs, nous nous arrêtons surpris devant un petit temple qui domine la mer. Nous nous approchons pour regarder les fresques de couleurs vives qui en ornent les murs peints à la chaux. Lorsqu'un homme, aux traits fins, à la peau très sombre, un grand anneau d'or à l'oreille gauche, nous demande de nous déchausser et de ne pas dépasser une aire d'où émerge une pierre blanche, sous peine d'encourir les pires maléfices. Ce temple est dédié aux divinités que les Malabars vénèrent. Les Malabars sont arrivés dans l'île à la fin du XIXe siècle après l'abolition de l'esclavage. Originaires de la côte sud-ouest de l'Inde, venus avec des contrats de travailleurs libres, la plupart d'entre eux sont restés et ont fondé des familles. Au début de janvier, en plein été, ils célèbrent leur grande fête religieuse qui se termine par les marches dans le feu. Cette cérémonie se prépare de longues semaines à l'avance. Elle va durer toute la journée, environ 12 heures. À l'intérieur du tabernacle, en forme de dôme, les lampes à huile éclairent faiblement les 7 divinités taillées dans du bois peint de vives couleurs. Le roulement des tambours, les tintements grêles d'une clochette, les parfums de camphre et d'encens, le sacrifice des cabris, le sang répandu m'emplissent d'un certain malaise. Le cortège se promène ensuite à travers la campagne. À l'embranchement des chemins, les fidèles ont préparé des corbeilles de fleurs et des poulets à offrir en sacrifice. Le sentier est jonché de pétales odorants. Le soleil descend sur la mer et le cortège revient vers le temple. Bousculés dans la foule hostile, nous filmons ces images étranges. Le tourisme n'a pas encore rendu ces cérémonies publiques. À l'aide de grands râteaux, les braises du bûcher, mêlées de charbon de bois, sont étendues sur un vaste rectangle de 6 mètres sur 15. La couche forme un épais tapis. À 3 mètres, la chaleur est intolérable.
Les initiés, les traits tirés, le front marqué du sang des cabris, enveloppés de leurs chemises jaunes imprégnées de safran, sont ivres de fatigue. Ils ont dû pendant plusieurs semaines respecter le jeûne et l'abstinence qui conditionnent la réussite de l'épreuve. Malheur à l'impur, il sera brûlé. Deux, trois fois, les pénitents traversent le brasier. Seul le camphre allumé à chaque angle éclaire ce spectacle fantastique dans la chaleur insupportable d'une nuit tropicale. Nous partons vers le sud dans la direction de Saint-Joseph. Les pluies torrentielles qui tombent en été transforment très vite les rivières en véritables torrents. Nous aimons suivre les chemins qui semblent ne mener nulle part. Nous sommes accueillis chaleureusement dans un hameau composé de quelques cases couvertes de chaume cernées par les cannes à sucre. Plusieurs familles y vivent. Des jeunes filles de la ville sont venues les visiter. Ils sont heureux de nous raconter leur vie, mais surtout le passé. L'histoire de leur ancêtre, arrivé en 1666 sur le bateau du marquis de Mondevergue qui transportait 32 jeunes filles. Après 12 mois de navigation, le bateau abordait enfin à Bourbon. 5 seulement avaient survécu au scorbut. Elles se marièrent avec des colons et fondèrent les premières familles françaises créoles. Les noms de ces premiers colons sont portés actuellement par de nombreux réunionnais. Parle le créole, vieux français émaillé de termes de marine et rôdé par des voix africaines ou asiatiques.
La route est rarement déserte. On se déplace encore à pied d'un village à l'autre. Saint-Joseph, au sud de l'île, est une petite ville en pleine évolution grâce au dynamisme de son maire, le docteur Ouareau, et du député M. Babet. Un hôpital de 100 lits a été créé, une école d'agriculture reçoit tous les étudiants du département, une maison de retraite est en construction, Maille, l'école, n'y connaît rien, cause créole, mais l'air qu'elle n'y rôde l'ordre, nous de français, nous langue y commence à mailler. Un bougla essaye d'y moins une fois, nous ancêtres l'été gaulois. Près de 1000 écoliers sont accueillis dans le nouveau groupe scolaire. Il a compris, mais l'inacta débrouille à lit. Nous ancêtres l'été gaulois, zéro calebasse, la fumée grand voix. Guette mon bon petit frère, tu sers, un peu les noirs, un peu les clairs. N'apprennent que les blancs foutent bon, ils tombent toujours un peu marron. Moi, n'a en plus que ça, un bon fait camarade chinois, n'albars arabe, tika patois, nous tout dit dans nous patois. Bon gaulois, la panoute papa, zéro calebasse, la fumée grand voix. Saint-Pierre, actuellement la deuxième ville après Saint-Denis, a été fondée par Pierre Cadet, Roelof, Payette, Fontaine et plusieurs autres qui quittèrent Saint-Paul pour fonder leurs nouvelles habitations auprès de la rivière d'abord. Ils fuyaient les édits du gouverneur de la Hure qui, au nom de la Compagnie des Indes, interdisait aux colons la chasse et le commerce avec les Forbans. L'abondance du gibier et la rapidité avec laquelle poussaient les cultures incitaient les colons à une certaine douceur de vivre et ils se préoccupaient peu de fournir à la compagnie les denrées exigées. De plus, ils échangeaient régulièrement avec les bateaux Forbans les vivres fraîches contre des étoffes précieuses ou de l'or, plutôt que de les apporter aux commis des magasins du roi. Condamnés à de fortes amendes et en cas de récidive à peine de vie, c'est-à-dire à peine de mort, ils préférèrent s'éloigner de Saint-Paul. Le port de Saint-Pierre, objet de nombreux projets, nous apparut en 1955 bien peu animé. Nous ancêtres étaient gaulois, zéro calebasse, la fumée grand voix. Guette mon bon petit frère, tu sais, un peu les noirs, un peu les clairs. N'apprennent que les blancs foutent bon, ils tombent toujours un peu marron. C'est la ville natale du député François de Mailly et de l'amiral Lacaze. La mairie occupe un bâtiment de la Compagnie des Indes. Saint-Pierre est une ville animée et très commerçante. Le monde dehors, y entre ici, y trouve toute bande de filles jolies, y trouve jolies si tant tellement, bon pays tombe en saisissement. Combien d'oreilles elle a démarié, petit malbarès, grand CV. N'a point plus joli, un petit cafrine pays, un petit chat marron, n'a plus meilleur tempérament. Nous ancêtres étaient gaulois, zéro calebasse, la fumée qu'on voit, guette mon bon petit frère. Midi, l'heure de feu, l'heure à la rouge haleine. Sur les champs embrasés pèse un air étouffant. Le soleil darde à pic ses flammes sur la plaine, le ciel brûle implacable et la terre se fend. La nature n'a plus ni brise ni murmure, le flot tarit. Dans l'herbe, on n'entend rien frémir. Les pics ardents, les bois aux muettes ramures, d'un morne et lourd sommeil, tout semble au loin dormir. La Réunion doit sa renommée à la beauté de ses montagnes. Au centre de l'île, le Piton des Neiges, à plus de 3000 mètres d'altitude, domine 3 cirques d'effondrement. Mafate, sauvage et désolée, Salazie, traversée de cascades couronnées de forêts, et Sillaos, chaos de pics et de ravins que nous allons visiter. La route de Sillaos longe la rivière Saint-Étienne et monte pendant 30 km.
Dans le premier village, les dentelières nous font admirer leurs merveilleux travaux d'aiguille. Dès l'âge de 6 ans, les petites filles apprennent à tirer les fils et à broder la toile que des dames de Saint-Denis apportent et viennent rechercher les travaux terminés pour vendre dans les magasins de Saint-Denis. Depuis des générations, les petits Blondéaux vivent dans la montagne. Ils ont fui la côte à l'époque de l'abolition de l'esclavage, n'ayant plus de ressources et ne voulant pas travailler pour d'autres blancs, payés au même prix que les anciens esclaves noirs. Ils désiraient aussi vivre libres au milieu de la nature. Les grands arbres ont été coupés, le gibier a disparu et les hommes grattent la terre entre les rochers pour faire pousser dans ce décor écrasant le maïs, les lentilles et les braides. Les filles se vont travailler comme dockers sur le port. Avec de vieilles formules de politesse, je suis invitée dans une case précédée d'un carré de vigne. On m'offre un verre de vin de Sillaos. Nous parlons de l'école neuve qui s'élève au milieu des cases de guingois, encore sans eau ni électricité. L'homme est content et montrant les enfants qui jouent sur le seuil. Eux seront instruits et ils pourront partir. Les femmes chargées de familles nombreuses vont chercher l'eau aux sources, lavent le linge au fond du torrent, nourrissent et habillent tous ces petits-enfants au teint pâle et aux yeux clairs. Certaines familles habitent sur les îlettes, hautes plateformes de roches rongées par l'érosion qui surplombent des failles profondes. Les enfants semblent surgir de l'abîme. Après une montée difficile et 3 tunnels, nous arrivons au but. Une petite ville coquette de 5000 habitants, Sillaos. Sous le Second Empire, les planteurs de la côte entreprenaient ce voyage à la saison chaude
pour respirer l'air frais et y prendre les eaux thermales. Les attelages s'arrêtaient au pavillon du relais et les chaises à porteurs transportaient les curistes par les sentiers escarpés. Aujourd'hui, dimanche, c'est l'animation d'une sortie de messe dans une petite bourgade française située à 1500 mètres d'altitude dans l'hémisphère austral. Des mornes et des bois lointains et des ravines et de la gorge ombreuse où dorment les oiseaux, s'élèvent jusqu'à nous des haleines divines que la brise des nuits porte au loin sur les eaux. Là-haut, dans leur splendeur, les étoiles sereines versent sur l'océan leur paisible clarté. Là-bas, les lourds vaisseaux aux puissantes carènes se meuvent lentement sur les flots argentés. Et nous, sur le grand cap miné par les tempêtes, aspirant à enivrer le charme des hauts lieux, muets, nous contemplons sous nos pieds, sur nos têtes, l'immensité des mers, l'immensité des cieux.